Bonjour, je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle saison de In Principio, la 4e. Comme je l'ai annoncé à la fin de l'année dernière, cette saison sera un peu particulière. En effet, tous les épisodes de cette 4e saison seront consacrés aux 11 premiers chapitres de la Genèse. C'est la raison pour laquelle, en reprenant le nom d'un ouvrage du théologien André Vénin, j'ai décidé de donner un titre à cette saison. Chers amis, bienvenue dans la saison 4 de In Principio, d'Adam à Abraham. Je vous propose cette année un parcours de ces merveilleux premiers chapitres de la Bible. On va aujourd'hui évoquer les questions de genre littéraire et de comparaison avec la littérature d'autres peuples du Proche-Orient ancien. Mais avant de parler de ça, générique. On a souvent eu l'occasion d'évoquer ces 11 premiers chapitres de la Genèse au cours des 3 premières saisons de In Principio. On a évoqué la création, Adam et Ève, le déluge et la tour de Babel. Dans la série de vidéos que vous commencez à regarder, il y aura donc certains éléments communs à du contenu déjà existant sur la chaîne. Toutefois, je trouvais pertinent, pour une chaîne qui s'intéresse au lien entre la foi et les sciences, de proposer une série dédiée vraiment aux premiers chapitres de la Bible. En réfléchissant à la meilleure façon d'agencer ce contenu, il m'a semblé en fait intéressant de dédier toute une saison à ce sujet. Dans cette première vidéo, on va prendre un peu de hauteur et regarder l'ensemble constitué par les 11 premiers chapitres de la Genèse. On va se demander quel est le genre littéraire de cette œuvre. Dans une autre partie, on va un peu regarder quelle a été la production scripturaire au Proche-Orient ancien. En fait, c'est une donnée vraiment intéressante. En effet, beaucoup de peuples, comme les Sumériens, ont des récits des origines. On va se demander dans quelle mesure le récit biblique est différent de ces épopées mésopotamiennes. Enfin, on va poser la question de la temporalité du récit des origines. Alors, je vais vous proposer un outil de lecture assez peu utilisé quand on aborde la Bible, mais que je trouve en fait très pertinent pour bien appréhender la vraie nature de ces premiers chapitres de la Genèse. On verra si, oui ou non, il y a une rupture entre Genèse 1 à 11 et l'histoire des patriarches, ou s'il s'agit de textes de même nature. On trouve dans la Bible, en fait, une grande variété de genres littéraires. Il y a bien sûr des textes de loi, mais il y a aussi des récits historiques, il y a des chants, il y a des poèmes. Savoir identifier le genre littéraire d'un passage permet d'éviter certains contresens. Je vais vous illustrer ça avec un exemple un peu caricatural, mais qui a le mérite de la clarté. Écoutez ce qu'un ouvrage dit à propos du pilote Ayrton Senna et de la fin du championnat du monde de Formule 1 1998. Dans la chicane Casio, théâtre de ses joutes les plus célèbres avec Alain Prost, il prend le temps de leur adresser un petit signe de la main, puis lève le poing jusqu'au passage sous le drapeau à damier. C'est fait, il est quadruple champion du monde et quitte ce sport de la plus éclatante des manières. Bien entendu, ceux d'entre vous qui connaissent un peu la Formule 1 doivent se dire qu'il s'agit d'une très mauvaise biographie. En effet, Ayrton Senna a été 3 fois champion du monde et pas 4. De plus, il est décédé en 1994 et donc il n'a pas pu gagner le championnat 98. En fait, l'extrait que je vous ai lu est tiré d'une uchronie, c'est-à-dire un récit qui part de faits bien réels et diverge à un moment en imaginant une tournure différente à un événement particulier. Le roman d'où est extrait la citation imagine simplement quelle aurait été la vie d'Ayrton Senna s'il avait survécu à son accident en 1994. C'est parce qu'on identifie le genre littéraire, en l'occurrence ici une uchronie, qu'on est en mesure d'apprécier l'ouvrage en connaissance de cause. Pour en revenir à la Bible, si le principe est clair, les frontières sont en revanche moins évidentes. En effet, par exemple, identifier un style poétique ne signifie pas que le texte est dénué de toute réalité. Il s'agit simplement d'une façon particulière de traiter une information. Concernant la Genèse, et pour prendre le cas de la création, il s'agit probablement d'un projet littéraire théologique. Ce qui est dit révèle une vérité sur Dieu.
En revanche, tout n'est pas à prendre de façon littérale. Il s'agit de l'hypothèse du cadre littéraire. On peut lire dans l'introduction à l'Ancien Testament, je cite, « Il est frappant de noter, à la lumière des discussions du siècle et demi passé, combien le texte se préoccupe peu du processus de création. La création est décrite de manière à montrer que Dieu seul est à l'origine de l'univers et de l'humanité. Genèse 1 et 2 révèlent que Dieu est le puissant créateur et que les hommes et les femmes sont des créatures qui dépendent de lui. » Beaucoup de commentateurs ont relevé que la Genèse avait un style littéraire particulièrement soigné. Je cite encore, « Évoquons un bref exemple pour illustrer cette omniprésence d'un art littéraire de qualité dans le livre de la Genèse. La lecture attentive que propose Fockelman du récit de la tour de Babel en Genèse 11 révèle la complexité de sa conception. Il débute son étude en notant les jeux de mots de ce bref épisode. Certaines familles lexicales sont liées par des analogies de sonorité. » Difficile honnêtement de trancher sur un style littéraire très précis pour ces 11 premiers chapitres de la Genèse. Ce qu'on peut en revanche faire, c'est écarter les fausses pistes. Ce début de Genèse ne semble pas être une narration historique, chronologique, précise. À titre personnel, j'aime assez parler de récits stylisés quand j'évoque le début de la Bible. Ça veut dire que ce n'est pas dans ces premiers chapitres de la Bible qu'on va chercher une réponse scientifique. En revanche, c'est là qu'on va trouver des vérités. Comme je disais dans un épisode précédent, la science est le domaine du comment, la Bible est le domaine du pourquoi. Dans ces premiers chapitres, nous apprenons pourquoi l'humanité est corrompue, nous apprenons le projet initial de Dieu, nous apprenons quelle est la volonté pour l'homme et la femme. Si vous ne l'avez pas déjà écouté, je vous laisse en description et dans les fiches un lien vers un épisode dédié à la création qui va plus dans le détail. Si vous cherchez à vous constituer une première bibliothèque de théologie, je vous recommande l'ouvrage que j'ai cité, l'introduction à l'Ancien Testament. Vous trouverez le lien dans la description de la vidéo. Je me permets juste un petit break dans la vidéo pour déjà vous remercier de la regarder. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour être certain de rien rater. Allez, c'est la fin de la page pub, on reprend. Après avoir écarté certaines hypothèses et avoir vu que la Genèse n'est pas un manuel de science, on peut se demander quelle est la place de ce récit parmi les autres productions littéraires du Proche-Orient ancien. En fait, il s'agit d'un domaine d'étude particulier que présente une autre introduction au Nouveau Testament, celle dirigée par Thomas Römer. C'est à Christoph Wellinger, professeur d'histoire des religions à l'université de Zurich, qu'a été confiée la rédaction du commentaire de Genèse 1 à 11. Il écrit ceci, je cite, « Les liens qui unissent Genèse 1 à 11 aux traditions mythologiques, épiques et historiographiques de l'Égypte, du Proche-Orient, de l'Asie mineure et de la Grèce antique ont été beaucoup étudiés depuis la deuxième moitié du XIXe siècle, suite au déchiffrement des écritures cunéiformes et hiéroglyphiques. L'attention se concentrait alors sur l'épopée de Gilgamesh dans sa grande version de 12 tablettes, découverte dans les archives de Ninive, et sur le poème cosmogonique Enuma Elish. Les recherches ont montré une certaine ressemblance entre ces textes mésopotamiens et le récit biblique. Pour autant, doit-on conclure que le texte de la Genèse n'est qu'une copie de l'épopée de Gilgamesh? En fait, ce serait aller un peu vite en conclusion. En effet, il y a de réelles différences entre la Genèse et l'épopée du récit sumérien. Dans son histoire de la Mésopotamie, Véronique Grandpierre écrit ceci, je cite, « Des cérémonies se déroulent en l'honneur du dieu Marduk et de son fils Nabu, dieu de la ville Borsippa. L'Enuma Elish, plus connu sous le nom de poème de la création, est déclamé à cette occasion, reliant ainsi le temps présent à celui des mythes. On célèbre une nouvelle naissance liée à la destruction du cycle précédent et dans la perspective du retour de la perfection de la création initiale qui serait atténuée tout au long de l'écoulement du temps. » On voit une claire différence avec le texte biblique qui, lui, glorifie un Dieu unique, créateur de toutes choses. De plus, il n'y a pas d'histoire de cycle ou de renouvellement de cycle dans les premiers chapitres de la Genèse. Alors, c'est vrai que certains aspects sont semblables. Dans le mythe mésopotamien, comme dans la Genèse, il est question par exemple d'un déluge. Cependant, cette ressemblance ne doit pas se substituer aux grosses différences flagrantes entre ces deux récits.
En fait, la similitude de style ne doit pas nous dérouter. En effet, le monde de la Bible est imprégné de culture du Proche-Orient. Abraham lui-même venait de Mésopotamie. Ce n'est pas renier l'autorité de la Bible que de dire que le style des premiers chapitres de la Genèse et du récit sumérien sont assez semblables. En revanche, il ne faut pas prétexter de cette ressemblance pour occulter les différences importantes entre les deux récits. Et à ce titre, le texte biblique est vraiment singulier et se démarque de toute la production littéraire du Proche-Orient ancien. Une donnée va peut-être nous permettre d'affiner notre réponse à une question qui se pose souvent, celle de la connexion entre Genèse 1 à 11 et les autres chapitres du premier livre de la Bible. En effet, les partisans de la littéralité des premiers chapitres avancent qu'il n'y a pas de rupture narrative entre Genèse 1 à 11 et les chapitres suivants. Du coup, comme l'histoire des patriarches est assez ouvertement un récit à caractère historique, ils en déduisent que c'est aussi valable pour le récit des origines. Ainsi, selon ce raisonnement, les âges et durées de l'histoire primordiale seraient à prendre littéralement, de même que nous prenons littéralement les durées et âges à partir d'Abraham. Comme vous savez, je suis partisan de la thèse du cadre littéraire pour les premiers chapitres de la Genèse. Je reconnais l'historicité d'Adam et Ève, je crois à l'événement du déluge. En revanche, je pense que ces événements sont racontés de façon stylisée. En ce sens, il y a selon moi une rupture avec ce qui suit, à savoir l'histoire des patriarches, Abraham, Isaac, Jacob et l'histoire de Joseph. Cette rupture s'observe en tenant compte de la temporalité du texte. Pour évoquer la temporalité, on peut l'illustrer pour bien comprendre avec un exemple très simple. On va prendre le cas d'un film. Le dîner de cons dure environ 1h30 en temps de visionnage. Il nous raconte une histoire qui dure dans la fiction environ 2 ou 3 heures. On est donc presque, à un facteur de près, sur une durée en temps réel. Prenons un autre cas, le film Bohemian Rhapsody qui raconte l'histoire du groupe Queen. Le film dure un peu plus de 2 heures en temps de visionnage, et son intrigue s'étale en revanche sur une quinzaine d'années. En fait, c'est un peu pareil avec la Genèse, où on observe une nette rupture de temporalité entre les chapitres 1 à 11 et le reste du livre. Alors, les calculs varient, mais grosso modo, de la création à la tour de Babel, il se déroule environ 2000 ans. Il y a environ 300 versets entre la création et la tour de Babel, ce qui fait qu'on a pour Genèse 1 à 11 0,15 versets par année en termes de narration. Pour le dire autrement, dans les 11 premiers chapitres, le temps passe très vite. On observe un net changement à partir de l'histoire des patriarches et de Joseph. Les cycles d'Abraham, Isaac, Jacob et Joseph se déroulent sur approximativement 300 ans. Dans la Bible, ça correspond à environ 1200 versets. Pour l'histoire des patriarches et de Joseph, on a donc 4 versets par année en termes de narration. Dit autrement, en moyenne, chaque année est racontée en 4 versets. Alors, bien entendu, ce n'est qu'une moyenne, le temps n'est pas indiqué ainsi dans le texte biblique. C'est simplement pour avoir un ordre de grandeur. Bien entendu, ma méthode n'est pas exempte de critiques. En effet, pour être plus rigoureux, il faudrait prendre une unité moins discutable que le nombre de versets. Il faudrait par exemple prendre le nombre de mots en partant du texte hébreu massorétique. Cependant, même avec l'imprécision qui la caractérise, même en ayant recours aux versets plutôt qu'au nombre de mots, on constate une très nette différence de temporalité entre l'histoire primordiale et le reste de la Genèse. Dans les 11 premiers chapitres, chaque année n'est en moyenne représentée que par 0,15 versets. Dans l'histoire des patriarches et de Joseph, chaque année est en moyenne représentée par 4 versets. En résumé, ça veut dire qu'on a un récit plus de 20 fois plus compressé entre les 11 premiers chapitres qu'entre le reste du livre de la Genèse. Dans ce cas, je trouve compliqué de voir une continuité narrative entre d'un côté l'histoire primordiale et de l'autre le récit des patriarches. Bien entendu, il s'agit d'un même livre, celui de la Genèse, et chaque partie de ce livre est parole de Dieu. Simplement, le résultat de notre petit calcul montre qu'il ne faut pas exiger des 11 premiers chapitres de la Genèse la même précision temporelle que du reste de l'ouvrage. Pour le dire autrement, je ne pense pas que l'exactitude et la littéralité des durées faisaient partie du projet théologique de l'histoire primordiale, comme ça peut l'être d'autres passages de la Bible.
En conclusion, on peut dire qu'on est face à un texte vraiment passionnant, fruit de l'Esprit de Dieu qui a inspiré l'auteur biblique pour révéler la grandeur de Dieu à travers sa création. On a aussi vu que le texte comporte, c'est vrai, des similitudes avec des textes d'autres peuples du Proche-Orient, ce qui n'est pas étonnant d'ailleurs vu la proximité. En revanche, les premiers chapitres de la Genèse conservent des caractéristiques propres qui n'appartiennent qu'au texte biblique, le texte biblique n'étant pas, comme le sous-entendent certains chercheurs, une pâle copie du texte sumérien. Enfin, on a vu que le récit des origines ne s'inscrivait pas dans une continuité de style clair avec le reste de la Genèse. C'est la raison pour laquelle on ne va pas chercher dans cette série à tirer des conclusions scientifiques sur l'âge de la Terre ou que sais-je à partir du texte biblique. Du coup, ayant écarté dans cet épisode d'introduction certaines mauvaises pistes, on peut se demander à quoi peuvent correspondre les durées qu'on trouve dans le récit des origines et en particulier dans les 6 jours de création. Mais ça, c'est une autre histoire, et c'est le sujet du prochain épisode de In Principio. Pour terminer, je vous recommande d'aller jeter un coup d'œil sur l'épisode qui va s'afficher ou qui s'est déjà affiché quelque part sur la gauche de l'écran. C'est un ancien épisode de In Principio qui se pose la question de la place d'Adam dans l'histoire. C'est assez complémentaire avec ce qu'on a vu aujourd'hui. Encore merci pour votre soutien, à très bientôt, soyez abondamment bénis. Ciao.